Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore un échec cuisant en Europe. Encore plus ou moins une humiliation, on va dire, même si c'est pas forcément une humiliation, c'est juste une équipe rodée et en pleine confiance, et une équipe, on va dire, détruite psychologiquement. Analyse les gars, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Lendemain de défaite les gars, c'est assez difficile, forcément. Peu de motivation pour faire des vidéos. Bon après voilà, je considère que je dois faire aussi ce genre d'analyse même dans les moments difficiles, hein, sinon ça serait trop facile. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour moi une manière de supporter un peu mon club, de le faire comme ça, j'en sais rien. Mais c'est difficile. Après c'est pas la fin du monde les amis, hein. On va pas non plus chialer comme si c'était la fin du monde les gars. Mais franchement ça fait mal, ça fait mal au cul, oui, quand tu supportes une équipe comme ça et qu'encore une fois elle perd. Encore une fois, élimination de Ligue des Champions, tout ça. Donc forcément, après voilà, c'est dans les supporters, chez les supporters, c'est encore une fois la division. On a plusieurs types de supporters, voilà, dans ces moments-là, c'est assez difficile. Donc forcément, c'est dur de rester positif, je sais pas. Moi, je vous avoue que ça fait pas longtemps que je fais ça. Donc forcément, je suis comme un supporter lambda, quoi. Comme tous les supporters. Forcément, la défaite fait mal, mais en plus de ça, bah tu vois beaucoup de choses. Quand tu fais des vidéos, il y a beaucoup de commentaires. Certains sont positifs et te donnent de la force, et d'autres sont beaucoup plus négatifs, tout ça. Donc ça en rajoute, ça en rajoute. Donc c'est difficile. Faut essayer de garder un peu de recul, tout ça, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, on va parler un peu du match quand même. Pour moi, forcément, Xavi a été complètement naïf sur ce match-là, pour plusieurs raisons. Déjà par ses choix, mais aussi déjà par son système, son animation, tout ça. Croire que parce qu'on a gagné contre Bilbao de cette façon, croire que ça va marcher contre le Bayern, c'est peut-être un peu naïf. Après c'est facile, hein, c'est facile de dire ça après le match, forcément, après la déculottée. C'est facile, c'est toujours facile. Avant le match, je ne pouvais pas dire que ça n'allait pas marcher. J'en sais rien. Vu comment on a joué contre Bilbao, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut marcher, pourquoi pas. On ne sait pas, le Bilbao c'est une équipe assez titimée de l'intensité, assez agressive. Je me suis dit, vu comment on a bien géré Bilbao, pourquoi pas sortir un bon match. Je dis pas une grande victoire, machin, mais pourquoi pas un match correct contre le Bayern. Le problème c'est que le facteur psychologique rentre en compte dans ce cas-là. En Liga c'est différent, on sort d'une belle victoire contre Villarreal, après une déculottée contre Madrid. On a envie de se remettre de l'avant, tout ça, je sais pas, il y a de la motivation chez les joueurs. Là, il y a aucune motivation, forcément. Les mecs avant le match, je l'ai dit hier et je l'ai dit avant le match, pour moi c'était une mauvaise chose de regarder l'Inter juste avant. En fait, il fallait pas regarder le score, tout simplement, pas regarder le résultat et jouer le match comme si on pouvait se qualifier encore. Voilà. On le sait, ce match-là, avant même de démarrer, ne servait à rien. Concrètement, on était éliminé. Donc voilà. En soi, c'est pas grave on va dire, de perdre par rapport au résultat. Qu'on perde ou pas contre le Bayern, ça ne change rien, en fait. Mais pour moi, fallait gagner ce match pour le mental, pour se remettre dans le droit chemin, on va dire, et que ça booste un peu les joueurs. Et là, je sais pas, ça va peut-être faire l'inverse, hein. Il y a des chances. Il y a des chances. Donc pour moi, voilà, Xavi a été naïf dans ce sens-là, mais surtout, pour moi, la plus grosse naïveté, c'est de mettre Bellerin. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne suis pas coach, je ne sais pas. Comme je l'ai dit dans l'avant-match, en live là, on sait pas, on n'est pas préparateur physique, on n'est pas à l'intérieur du club, on n'est pas aux entraînements, tout ça, on sait pas comment il s'entraîne Bellerin, ça se trouve il était au top de sa forme le gars, je sais pas. Mais pour moi c'est évident qu'il ne devait pas jouer, en fait. Je comprends pas ça. Pour moi, c'est totalement évident. Le mec manque de rythme, a joué des quelques minutes comme ça, des bouts de match. Il s'était blessé, alors que le gars, il se blesse souvent quand même. Il avait joué un peu quelques matchs, mais après, il s'était blessé pendant la trêve aux entraînements. Bref. Et le gars revient là, donc il n'a pas de rythme, et tu vas jouer contre le Bayern. Munich, frère, le Bayern. Ok, on est à domicile, mais quand même. On l'a vu au match aller, c'était un match assez intense. Match aller, on avait sorti un bon match, on avait perdu, ok, mais on avait perdu avec, je sais pas, avec l'honneur ou la tête haute, on peut dire. Là, c'est pas le cas. Là, on avait la tête basse. De toute façon, ça s'est vu, les gars, l'hymne de la Ligue des Champions qui était sifflé comme souvent, comme tout le temps. On voyait la tête des joueurs. On voyait les joueurs, ils étaient en dépression déjà. Ils avaient tous la tête baissée. Tu sentais déjà, ils étaient dégoûtés déjà d'avance. Donc forcément, tu peux pas commencer le match dans des meilleures conditions psychologiques. Après, t'as des joueurs qui réagissent bien à ça et des joueurs qui réagissent pas bien. T'as des joueurs qui, regardez Baldé, qu'on soit éliminé ou pas, le mec sort son match quand même. Et il a montré beaucoup d'envie. Et t'as d'autres joueurs qui étaient en dépression, quoi.
Encore une fois. Donc voilà, Bellerin pour moi n'aurait pas dû commencer ce match, même si forcément après ça allait de mieux en mieux quand on... Une fois qu'il a couvert tout le monde sur les buts, là ça joue un peu mieux, mais bon, c'est peut-être, ça correspond aussi au moment où le Bayern ne jouait plus. Pedri en faux ailier, ça peut marcher en Liga, parce que le niveau est plus bas. On peut jouer comme ça si tu veux contre Levante, contre qui tu veux frère, mais là c'est le Bayern et c'est assez risqué, et te passer de... Parce qu'en fait le fait que Pedri joue à ce poste un peu hybride on va dire, parce que pour moi il était pas ailier mais il était milieu, mais souvent le problème dans ce cas là c'est que Pedri rentre dans l'axe, en fait rentre au milieu de terrain quand on a le ballon. Le problème avec le Bayern, contre le Bayern, c'est que la plupart du temps tu n'as pas forcément le ballon, tu n'as pas 70% de possession contre le Bayern. Voilà. Donc la plupart du temps, Pedri joue pas forcément au milieu, tu vois. Donc ça c'est un problème déjà. Et on l'avait vu contre Bilbao, ça avait marché, c'est bien, mais on avait senti un Pedri en dehors du sujet, on va dire. Je sais pas, pas hors sujet, mais en dehors du débat, quoi. Je sais pas, il était là, il participait au jeu, mais il avait pas assez d'influence. Voilà, pour être plus clair, il n'avait pas assez d'influence dans le jeu, et là ça s'est clairement vu. Ce qui m'interpelle là-dedans, donc, c'est les touches de balle. Donc combien de fois le joueur a touché de ballon. De tous les milieux, on va dire, parce que Pedri jouait plus milieu que ailier, hein, parce que Baldé prenait l'aile. Pedri est celui qui a touché le moins de ballons avec Busquets, donc ce qui fait qu'on avait le moins de contrôle sur le ballon au final. Frenkie est celui qui en a le plus touché, 61. Kessié est 50. Donc Busquets 34 ballons touchés et Pedri 28 ballons touchés dans le match. Alors il n'a pas joué, il a moins joué que Kessié et que Frenkie, hein, comme Busquets, ils sont sortis tous les deux en même temps, je crois autour de la 60e, mais quand même. Le problème là-dedans, c'est que Pedrito, c'est le joueur le plus intéressant avec le ballon. C'est celui qui t'apporte le plus de danger avec le ballon. Si tu ne passes pas par ton joueur le plus dangereux, si ton joueur qui apporte le plus de danger et celui qui touche le moins le ballon, ça ne va pas. De ce que j'ai vu aussi, c'est les deux joueurs qui ont touché le moins le ballon, c'est Lewandowski et Pedri. Alors que c'est les joueurs en fait qui devraient toucher le plus de ballons. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver nos joueurs. De toute façon, on a eu un problème aussi de coordination, d'automatisme, criant quoi, criant, très criant. Tellement criant frère que tu t'en fais mal à la gorge. C'est dingue. C'est ce que je disais dans l'avant-match aussi, c'est que le problème avec cette défense, c'est qu'elle est bricolée. Elle est bricolée. Donc ça, c'est un problème. On peut dire que c'est un problème qui vient de Xavi, mais c'est un problème principalement qui vient des blessures. Parce que notre défense titulaire, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas Bellerin, ce n'est pas Marcos Alonso en centrale, principalement. Parce qu'après, Baldé à gauche et Koundé sont titulaires normalement. Mais cette défense est à moitié titulaire, à moitié à la rue, quoi. C'est ça le problème. On a une défense, on le voit, je vais le montrer en image tout à l'heure, on a une défense qui ne communique peut-être pas et qui n'a aucun automatisme. Et le problème là-dedans, c'est que quand ta défense, elle est totalement perméable, c'est un gruyère, frère, ta défense. C'est trop facile pour les équipes. On l'a vu, en quelques passes, on l'a vu je vais le montrer en image aussi, hein. On l'a vu sur les buts, en quelques passes, il n'y avait plus personne en défense. Et la défense, elle était mais à la rue, complet. On avait des joueurs qui étaient désordonnés, ça jouait n'importe comment en fait. Et quand ta défense, elle sait pas s'aligner, elle est pas coordonnée, c'est très dangereux. Surtout pour une équipe comme le Barça, on joue très haut sur le terrain. On joue très haut, et le problème c'est que si en jouant très haut tu te fais prendre dans ton dos et t'as des joueurs derrière qui sont pas coordonnés et que ça joue n'importe comment, ça donne une rouste, voilà, comme on l'a vu. Donc on va passer maintenant à l'analyse donc des buts et des actions, hein. J'ai pris quelques trucs, j'ai pris les deux buts de Bayern, ça sert à rien d'analyser le troisième, hein. Et quelques actions du Barça qui sont très mauvaises. Voilà, mais on va en parler. Donc le premier but part d'une relance depuis le gardien, grand dégagement d'Upamecano pour Eric Maxim. Koundé n'arrive pas à passer devant, et Baldé n'est peut-être pas aussi assez réactif sur le second ballon. Marcos Alonso est à 10 km de l'action complètement seul, donc on sait pas trop ce qu'il fait. Chelsea aurait pu peut-être essayer de boucher un peu l'espace. Cet espace-là, ça me paraît plutôt logique. Dembélé aurait pu aussi revenir donc pour prendre le joueur que Kessié, tu vois, si Kessié va dans l'axe pour couvrir un peu, Dembélé après va au milieu. Donc ça aurait forcé Gnabry à jouer un long ballon au-dessus de la défense, donc plus difficile à contrôler pour Mané, mais non. Donc Gnabry lui est donc complètement seul et la donne parfaitement en profondeur pour Mané, couvert par Bellerin. On voit Alonso qui fait le pas en avant, comme pour jouer le hors-jeu, alors que Bellerin fait totalement l'inverse, hein, il essaie de couvrir, donc mauvaise coordination d'une défense qui ne se connaît absolument pas, comme je le disais, et ça fait but. Sur le deuxième but, rebelote, Upamecano essaie donc de chercher à nouveau Eric Maxim. Cette fois-ci, c'est
trop court et Busquets est dessus. En vrai, il peut contrôler, il a de la marge, hein, il a le temps pour contrôler. Est-ce que c'est un manque de communication de ses coéquipiers, encore une fois, ou est-ce que c'est tout simplement lui qui se dépêche trop parce qu'il a la pression? Je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Le ballon arrive donc sur De Jong, les mêmes questions, hein, pourquoi on joue avec la merde au cul, je ne sais pas. De Jong joue de la tête encore une fois, alors qu'il peut très bien poser le ballon, je veux dire, c'est De Jong, frère, t'as la capacité aussi de poser le jeu, je comprends pas. Baldé, lui, le ballon arrive sur lui, il joue à nouveau de la tête, voilà, donc comme si c'était vraiment impossible pour une personne ne peut poser le jeu. Le Bayern dégage de la tête et, bizarrement, pose le ballon directement au sol, voilà, c'est pas compliqué, hein, visiblement. Cette fois-ci, Alonso monte donc sur le joueur, mais se fait éliminer. Busquets lâche son joueur pour essayer de récupérer le ballon. Problème, personne ne le couvre derrière, hein, donc on peut dire c'est la faute de Busquets, mais en soi, pour moi, c'est une faute de pressing collectif. Soit Busquets ne monte pas sur Musiala et suit Gnabry, sachant que de toute façon, il n'arrivera jamais à le suivre, soit il monte sur le joueur pour le tacler, pour essayer de tacler le ballon. Le problème, c'est que forcément, il se loupe, mais c'est quand même dingue quand tu vois ça, que quand tu vois cette situation-là, que tu te dis, c'est bon, Gnabry, on peut le laisser partir quand même. C'est dingue, je trouve. C'est dingue. Bref, Koundé se retrouve donc dans la merde, comme souvent, dans le match, hein, et doit gérer un contre 2. Gnabry met 10 ans à servir Eric Maxim. Koundé fait comme il peut et met Eric Maxim hors jeu. C'était sans compter sur Bellerin qui couvrait tout le monde, bien sûr, et ça fait 2-0. Donc encore une action qui montre un manque de communication ou d'automatisme. Le Bayern a le ballon sur la droite, Koundé suit Eric Maxim, Alonso suit Musiala et Baldé monte sur Gnabry. Bellerin couvre l'axe et reste sur Goretzka. Busquets et De Jong en soutien pour boucher un peu les espaces, mais on va bien voir que qu'il soit là ou pas, c'est la même chose. Frenkie va sur Eric Maxim, mais d'un coup il voit un joueur, je sais pas, peut-être imaginaire, ou alors il voit l'arbitre, il se dit je vais couvrir l'arbitre, parce qu'on sait souvent l'arbitre joue contre nous, je ne sais pas, j'essaie de trouver des explications. Et donc il retourne dans l'axe, il lâche son joueur, je sais pas, je saurais pas vous dire pourquoi. Koundé voit Goretzka partir dans l'axe, et donc se rapproche un peu de lui, on va dire. Donc s'éloigne d'Eric Maxim. Frenkie, lui, donc, a donc lâché le marquage sans dire quoi que ce soit, j'imagine, parce que personne n'est au courant. Busquets bouche une potentielle passe pour Goretzka. Peut-être que Bellerin était un peu trop loin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, bref. Gnabry sert donc Eric Maxim tranquillement, en profondeur, il est seul. L'action ne mène à rien, bien sûr, mais voilà, on voit que cette équipe est désordonnée, comme je l'ai dit, et personne ne se parle, ça joue n'importe comment, les mecs ne communiquent pas, et dans ce genre de match de haut niveau, si tu communiques pas, t'es dans la merde, c'est tout. Donc je vais montrer aussi une pseudo-action, vite fait, histoire de, mais rien de fou, vous le savez, vous avez bien vu le match. Récupération de Koundé, premier sur le ballon cette fois-ci, qui joue sur Lewandowski, qui est seul. Robert contrôle, et là on voit Koundé et Pedri se lancent vers l'avant. Dembélé ne bouge pas, je sais pas pourquoi, va savoir. Il attendait qu'on lui donne dans les pieds, je sais pas, tu peux faire aussi des appels frérot, hein, c'est pas interdit. Lewandowski donc doit servir lui plus rapidement Pedri hein, à ce moment-là, mais ne le fait pas, donc voilà, après quand il veut le servir c'est trop tard. Action terminée, Dembélé récupère quand même le ballon, mais bref. Après il se passe que dalle, ça n'a rien à montrer. Autre action, récupération de Frenkie et contre-attaque. Pedri prend le ballon et veut servir Lewandowski qui la laisse passer pour Busquets. Bien joué. Il sert Dembélé, notre arme secrète, Dembélé. Dembélé sert Bellerin qui est en pleine course. MDR. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Autre action, encore une fois, Frenkie est redescendu en défense pour ressortir le ballon. Il porte le ballon vers l'infini et l'au-delà, je ne sais pas. Il finit par servir Busquets, quand même, mais malheureusement il la donne 3 mètres à côté. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Autre action, on enchaîne. Là c'est juste histoire de vous montrer un peu l'alignement magnifique de la défense. C'est du grand art. C'est du grand art. Après, comme je l'ai dit, cette défense ne se connaît pas et manque d'automatisme, et là, on le voit clairement. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses, les amis, sur Instagram. Je vais le faire tranquille, j'ai rien préparé, je le lis là sur mon portable, frère, et puis on verra bien. Première question d'Ousmane 10 qui dit « Xavi, toujours aussi têtu et insistant avec Busquets ». C'est très probable, c'est très probable. Pour moi, en soi, Busquets, ça n'a pas été, hein, si on veut parler des joueurs, Busquets, ça n'a pas été le plus mauvais au milieu, ni dans le match, mais la question n'est pas là, donc. Est-ce que Xavi est trop insistant avec Busquets ? Oui.
clairement. Je sais pas pourquoi. Est-ce que il a voulu mettre Busquets parce qu'il pense que Busquets c'est toujours fondamental? Est-ce qu'il veut mettre Busquets pour mettre une sorte de double pivot pour que Busquets, au final, ça arrange Busquets qu'il soit moins dans la merde, on va dire, défensivement, et que Frenkie, en plus de ça, ça le rend meilleur d'être avec un gars qui reste, on va dire, plus en défense, même si au final Busquets ça jouait très très haut hier. Peut-être un peu des deux. Voilà, je n'essaie pas de trouver une excuse pour Xavi, les gars. À chaque fois je vois dans les commentaires, n'essaie pas de trouver une excuse, frère. J'essaie de trouver des explications, pas des excuses pour Xavi, frère. Je m'en fous. Je m'en fous complètement, frère, de défendre Xavi. C'est pas mon père. Hein. Voilà, c'est juste que j'essaie de trouver des explications footballistiques, quoi, tactiques ou j'en sais rien, tu vois. Trouver des raisons à ça. Parce que de dire que Xavi, mais c'est le copain, des trucs comme ça, c'est marrant 2 secondes. C'est bien pour Twitter et pour faire des tweets, mais après pour l'explication vraiment footballistique, voilà, il y a rien de plus. Donc voilà. Est-ce qu'il est trop têtu, trop insistant de mettre Busquets? Oui, je le pense. De toute façon, Busquets, je l'ai dit, ne doit pas jouer ce genre de match-là, ne doit plus les jouer. Il peut jouer certains matchs, voilà, sans intensité, des petits matchs de Liga ou rentrer en fin de match pour faire souffler. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, si tu veux jouer un double pivot pour mettre Frenkie dans les meilleures conditions et pour pas que Busquets soit trop en galère, tu mets un double pivot Kessié-Frenkie. Même si Kessié pour moi était assez mauvais hier, hein, qu'on se le dise. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de commentaires positifs sur Kessié. Alors, il était mieux en deuxième mi-temps, j'avoue. Il était peut-être même mieux à la sortie de Busquets, parce qu'en fin de match, on a quand même joué, quand on a fait rentrer les ailiers et tout, on a mieux joué, mais d'un autre côté, les gars, je veux pas faire trop de mal, mais on a mieux joué quand le Bayern avait plié le match, quoi. Au final, c'était fini, quoi. Ils avaient même mis le 3e but qui était hors jeu, mais voilà, on sentait que c'était fini de toute façon pour nous. On avait beau tenter ce qu'on voulait, il n'y avait aucun danger pour le Bayern, donc ils ont calmé, il n'y avait plus trop d'intensité, ils jouaient tranquille, ils jouaient les mains dans les poches, donc forcément nous on était un peu mieux, mais bon, rien de fou. Mais en soi, Kessié a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps quand il a joué peut-être plus bas aussi. Je sais pas, mais quand il y avait plus Busquets, donc pour moi, si Xavi veut à l'avenir en Liga, quand c'est plus facile de tenter des trucs comme ça, des coups comme ça, avec Pedri en faux ailier qui rentre dans l'axe, Baldé qui prend le couloir, tout ça, pourquoi pas, mais à ce moment-là, ne mets pas Busquets, tu mets un double pivot Frenkie et Kessié. On a vu, donc comme je disais, en fin de match, un double pivot Kessié-Frenkie avec Pedri en 10, ou alors quand Pedri est sorti, c'était Ferran, je crois. C'était plutôt Ferran en 10, avec Lewandowski en pointe, et en dessous à gauche, et Dembélé à droite. C'était mieux. C'était plus sympa. Est-ce que c'est un truc à retenir aussi? Que c'est pas une occasion pour tester ce genre de truc? Après, quand il y aura le retour de Gavi, évidemment, moi je veux le voir sur le terrain parce que Gavi nous a fortement manqué. Qui met un pressing autant que Gavi de toute façon? Sur le terrain, personne. Donc Gavi, moi, à chaque fois qu'il joue pas, on a beau dire que ce gars-là c'est un jeune qui manque d'expérience et tout ça, que voilà, mais au final, quand il est pas sur le terrain, ça se voit direct. On l'a vu dans le Classico où il nous a vraiment manqué et on le voit encore là, tout simplement. Mais oui, voilà, Busquets ne doit pas jouer. Si tu veux jouer en double pivot, tu mets Frenkie Kessié. Kessié, pourquoi pas, avec s'il reprend le rythme, pourquoi pas être de mieux en mieux, on va dire. Mais la première mi-temps de Kessié a été très compliquée pour moi hier, les gars. Il semblait un peu perdu. Après, voilà, peut-être qu'il joue pas à son poste, peut-être qu'il est pas à l'aise là-dedans, je ne sais pas. Ensuite, on a Steve qui dit Bellerin qui fait passer Roberto pour un Daniel Alves Prime. Incroyable. Non, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. On est en train de se dire que Roberto nous manque, les gars, c'est quand même fou. Alors Bellerin pour moi voilà est en manque de rythme, tout ça. Est-ce que Bellerin est mauvais? Est-ce que Bellerin n'a pas le niveau pour jouer? C'est possible, mais pour moi c'est surtout le gars est en manque de rythme. Il peut très bien jouer en Liga, voilà, mais il faut qu'il retrouve le rythme avant. Tu peux pas le mettre contre le Bayern comme ça. Pour moi ce choix-là est catastrophique. Je dis souvent en ce moment ce mot catastrophique, catastrophe. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu mon nouveau mot préféré, mais c'est le cas. C'est le cas. Bellerin est catastrophique sur ce match-là. Et le choix de mettre Bellerin est catastrophique pour moi aussi. Je comprends même pas comment tu peux faire un choix comme ça. Voilà. Je comprends certains choix de Xavi, mais celui-là, pour le coup, je le comprends pas. Pour moi, ça n'a aucun sens de mettre Bellerin en manque de rythme dans un match contre le Bayern. Pour moi, c'est totalement fou. Ensuite, on a la frite catalane qui me dit « Tu la sors quand ta FAQ ?» Bonne question. Je sais pas. Je pense que je vais la sortir au début de semaine prochaine. Voilà, j'ai déjà commencé à préparer un peu les questions, sélectionner tout ça. Il y avait pas trop de questions quand même. Mais ouais, je vais sortir ça là début de semaine prochaine.
Alors ensuite on a Liu Steel qui dit pourquoi quand tu as rencontré Che Guevara dans le métro tu n'as pas kidnappé, donc tu parles de Bellerin. Je sais pas frère. Voilà, c'est une question humoristique, ça n'attend pas de réponse j'imagine, mais partage quand même ta petite question histoire de se détendre un petit peu. Ensuite donc on a Val qui dit je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à marquer. Manque d'automatisme, de confiance. Clairement, on le voit de toute façon dès que je l'ai vu, je l'ai montré en image, dès qu'on a des occasions, ça bégaye devant, ça c'est pas dangereux, voilà. Ça marche contre des équipes un peu plus faibles de Liga, parce que la Liga est quand même plus faible que la Ligue des Champions, enfin tout dépend, hein. Forcément le Victoria Pilsen ou des équipes plus de bas niveau on va dire ça va, mais le Bayern Munich ça ne marche pas. Donc forcément, et contre l'Inter c'était difficile, mais on avait marqué des buts en soi contre l'Inter. On sort quand même avec un 3-3, c'est juste notre défense qui était catastrophique, mais on avait réussi à marquer même si c'était difficile. Mais ouais, pourquoi on n'arrive pas à marquer, c'est une bonne question. Je pense que c'est un manque d'automatisme, et pour le coup je mets beaucoup la faute sur le côté psychologique du match. On savait qu'on était éliminé et franchement on l'a senti direct. Question de Lies Medj qui dit Rafinha flop de la saison. Je sais pas, après c'est trop court pour dire qui est un flop ou pas de la saison. Je pense qu'il faut laisser le temps aux joueurs. Les gars, ça fait qu'un mois qu'on a commencé la saison. Je pense pas qu'on puisse dire vraiment que le mercato est loupé, que les joueurs ne réussissent pas, tout ça. Je pense que c'est un peu trop court pour dire ça. Moi, j'ai le même avis, que ça soit pour les joueurs, pour le coach, pour ce que tu veux. Le projet, ça se construit sur le long terme. Et l'équipe, si elle rentre dans une spirale un peu négative, et qu'en plus de ça, t'as des blessés, psychologiquement ça va pas, tout ça c'est pas bon. Tu vois, en fait, s'il y a un joueur qui est dans un mauvais moment, ou une équipe qui est dans un mauvais moment, tu vas dire d'un coup, cette équipe, elle a toujours été pourrie, genre, ou alors c'est une mauvaise équipe, ou alors ce gars-là, c'est un mauvais joueur. Non, ils sont dans une mauvaise période, tous, que ce soit les joueurs, l'équipe, le coach, tout ce que tu veux. Et du coup, oui, on peut dire qu'en ce moment ça va pas, mais ça veut pas dire que en général, cette équipe ou ces joueurs-là sont spécialement mauvais, tu vois. Faut que la confiance revienne. Cela, ça, c'est sûr, ça fait flipper. Ensuite, question de Sharing Crossboy qui dit pourquoi plus de vidéos YouTube et seulement Twitch. Alors, c'est pas des vidéos, c'est des lives. YouTube, trop de mauvaises ondes. Trop de mauvais trucs, c'est pas possible. Moi, comme je l'ai dit, j'ai répondu à quelqu'un hier dans les commentaires qui voulait que je continue. Non, pourquoi t'arrêtes les lives YouTube et tout, c'est que ça remonte le moral peut-être de certains, ou ça fait plaisir à certains de faire des lives comme ça. Ben, j'en suis navré, mais moi, comme je l'ai dit, en fait, les lives, en fait, ça ne me rapporte rien. Les amis, pour être très transparent avec vous, ça me rapporte peut-être 1€, ou certaines fois ça me rapporte même 70 centimes de rester en live pendant 1h30. Je fais des lives sur Twitch, et sachez aussi que sur Twitch, les gars, même quand je fais des lives de 3 heures, ça me rapporte, je crois, 90 centimes. Donc vous voyez, je préfère faire des lives Twitch que des lives YouTube, sachant que les lives YouTube me rapportent que dalle, mais ça me rapporte toujours plus que Twitch. Des lives d'1h30 de Twitch, ça me rapporte 30 centimes, frère. Donc, en soi, tu vois, je prends 1h30 de mon temps libre pour, comme je l'ai expliqué dans les commentaires, pour me rapprocher, pour apporter quelque chose de différent aussi. Pour me rapprocher de ma communauté, pour discuter football, tout ça. Si c'est pour passer 1h30 à avoir que de la négativité, Je comprends. Moi, je ne suis pas contre. Je comprends que les supporters soient mécontents de la situation, tout ça. Je comprends qu'il y ait de la négativité, du dépit, de la dépression, tout ce que vous voulez, je comprends ça. Mais moi, quand je fais les lives comme ça, c'est pour discuter et pour avoir des débats sur le foot en général aussi, sur l'équipe, mais sur le football principalement. Et d'avoir des commentaires comme ça qui se répètent sans argument spécialement, mais juste pour critiquer, sans qu'il y ait vraiment de développement derrière. C'est fatigant, c'est pesant pour moi psychologiquement, je vous avoue. Et ça me donne pas envie de continuer tout simplement. Donc les lives, ça se passera sur Twitch à partir de maintenant. Voilà. En plus de ça, sur YouTube, il y a beaucoup plus de monde qui viennent sur les lives, parce que sur Twitch, les gars, on n'est pas beaucoup. En plus de ça, on n'est pas beaucoup. Les lives sont beaucoup plus tranquilles parce qu'il y a moins de questions, moins de trucs comme ça. Donc peut-être que ça plaît moins à certaines personnes, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Moi, je me suis dit, je vais faire des lives Twitch pour discuter avec les abonnés, pas pour parce que je sais très bien que les lives, ce qui marche le plus sur Twitch, c'est de faire des lives de jeux vidéo. Je pourrais très bien jouer à FIFA ou jouer à Call of, même ça n'a rien à voir, mais bon, jouer à des jeux, les gars. Moi, je joue à la Play et vous me regardez jouer à la Play et puis voilà. Je pourrais très bien faire des lives comme ça. Je suis sûr que ça marcherait peut-être même plus. Mais pour moi, je voulais faire en fait des lives comme ça pour me rapprocher, comme je dis, de la communauté, de ma communauté en fait, et discuter en fait, et donner aussi la parole
aux abonnés, parce que dans les commentaires c'est difficile des fois de répondre à tout le monde, et puis des fois franchement je vous avoue quand il y a trop de commentaires négatifs après des défaites comme ça, j'ai pas la force de répondre à tout le monde et tout ça, ça me fatigue un peu, c'est difficile. Mais donc dans les lives, voilà, je donne un peu la parole aussi aux abonnés, de pouvoir s'exprimer, et dans les lives souvent on voit les abonnés discuter entre eux, et ça y a pas de problème. Mais si c'est trop dans la critique, trop négatif tout ça, c'est difficile pour moi. Je vous avoue que je prends aucun plaisir. Donc comme je le dis, ça me rapporte rien financièrement. On pourrait dire ouais il fait des lives parce que ça lui rapporte de la thune. Non, ça me rapporte que dalle les gars. Moi ça me prend juste mon temps libre. Je pourrais très bien faire autre chose. Préparer des vidéos qui me rapportent plus d'argent. Tout simplement profiter du temps libre pour me souffler un peu aussi de YouTube. Jouer à la play, j'en sais rien, faire plein de trucs en fait. Je pourrais faire plein de trucs. Mais non, je prends ce temps-là pour, comme je l'ai dit, pour me rapprocher de ma communauté. Et là, tout ce que ça me fait, c'est que ça me met dans un mauvais mood, tout simplement. Et psychologiquement, ça me fatigue. Donc maintenant, les lives seront sur Twitch pour un très long moment. Je reviendrai peut-être faire des lives sur YouTube, un de ces quatre. Mais on est très loin de ça pour le moment. Donc ensuite, question de Nordine Moubaritidi. Honnêtement, pour moi, j'ai pas eu les cojones de regarder après avoir vu l'Inter. Chacun réagit à sa façon, frérot, voilà. Moi, quand je critique, tout à l'heure, j'ai critiqué peut-être, ou je sais plus où, mais je critique un peu les supporters qui vont au stade. Hier, il y a des supporters qui sont partis à la mi-temps du stade. Je trouve pas ça correct. Après, quand t'es en train de regarder devant ta télé, frère, tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de voir le match, si t'as pas la force de faire ça, je comprends totalement. Chacun supporte l'équipe comme il veut, on va dire. Évidemment. Moi, c'est pas vraiment mon point de vue, mais de toute façon, c'est pas en regardant le match à ta télé que tu vas donner de la force aux joueurs. Voilà. Moi, ce que j'accepte pas trop, c'est ce qui s'est passé la saison dernière quand personne va au stade. La Grada Animatio là, qui est là pour encourager les supporters qui avaient fait grève. Ça, c'est un truc que moi, j'accepte pas. Hier, ils ont très bien joué leur rôle de supporters. Et ça, je l'applaudis. Après, sur Twitter, on a vu, j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur ça qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas pourquoi les supporters, donc la Grada Animatio, c'est ceux qui mettent l'ambiance dans le stade, ils comprenaient pas pourquoi ils continuaient à supporter cette équipe au lieu de les insulter. Alors ça pour moi c'est c'est lunaire en fait, je comprends pas comment on peut dire ça. Tu vas au stade pour insulter tes joueurs, frère. Quand tu supportes une équipe, tu dois la supporter dans les mauvais moments et dans les bons moments. Mais surtout dans les mauvais en fait. Parce que c'est là que l'équipe a besoin de toi. Voilà, l'équipe elle est dans un moment difficile et tu vas aller les insulter. Et tu vas aller, c'est comme ceux qui attendent à la fin des entraînements ou la sortie des voitures pour taper sur les bagnoles, pour insulter les gens. On n'est pas des connards non plus les gars. On a un cerveau, j'imagine quand même. Pour moi ça c'est pas supporter un club, c'est pas être supporter tout simplement. Les gens ils sont là à dire pourquoi les supporters font ça. Bah, dans le mot supporter les gars il y a le mot supporter, se supporte. Tu supportes ton équipe en fait, tu la soutiens. Voilà, et c'est pas quand ça se passe mal d'un coup qu'il faut aller cracher, insulter les joueurs parce que t'es pas content du résultat. Voilà, l'équipe doit se remettre en question, le coach doit se remettre en question, certains joueurs aussi séparément, mais ça veut pas dire que tu dois aller cracher sur ton équipe, ou alors tu n'es pas supporter du Barça, c'est tout. Je l'ai dit dans les commentaires, on est venu me dire non, machin, je sais pas quoi, mais moi, quand tu souhaites une défaite de ton équipe pour que Xavi soit viré, alors qu'au final, Xavi ne sera pas viré, hein, parce qu'on est éliminé de la Ligue des Champions. Parce qu'on a perdu contre le Bayern. Qu'on perde contre le Bayern, c'est logique, les gars. Franchement, ça a rien de choquant là-dedans. Hein. Ce qui peut être choquant, c'est la façon d'aborder le match, la façon de jouer. Mais de perdre contre un Bayern, c'est pas choquant. Insulter les joueurs et souhaiter la défaite de son club, pour moi, ce n'est pas supporter. Tu ne peux pas être supporter du Barça. Voilà, le mot supporter, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout simplement. Ensuite, on a Rima qui dit Xavi se complique la tâche en voulant réinstaurer le jeu du Barça, ni le timing, ni les joueurs pour. Possible. Après, le jeu du Barça, c'est pas vraiment le jeu du Barça en soi. C'est le jeu de position. Voilà, c'est pas le Barça qui l'a inventé. On va pas refaire l'histoire, mais je vois ce que tu veux dire. C'est la façon de jouer en fait. C'est pas vouloir absolument remettre le jeu du Barça c'est notre façon de jouer, c'est comme ça. Après il y a des façons de la simplifier peut-être. La saison dernière quand Xavi est arrivé en cours de saison, on jouait de la façon dont joue le Barça on va dire, mais simplifié, ou alors quand on avait des contre-attaques on les jouait aussi. On pouvait faire ce genre de truc. Là on essaie peut-être trop de se compliquer la tâche. C'est possible, oui. Xavi peut-être complique trop la tâche des joueurs. En plus de ça, avec les absents, les blessés et tout, on n'arrive pas à avoir une continuité aussi. Ça, pour moi, c'est un gros problème. On a beaucoup de blessés, on n'a pas de continuité dans l'équipe. Donc, au final, il n'y a pas d'automatisme et ça marche pas.
ça ne fonctionne pas. Donc il faut faire peut-être les choses plus simplement. Je sais pas quoi vous dire, je j'ai pas les solutions non plus, comment on doit jouer. Ça demande réflexion. Là, comme je l'ai dit, j'ai rien préparé, je réponds aux questions comme ça à la volée. Question de Andrea, ensuite qui dit quelle solution pour réussir au très haut niveau en Ligue des Champions? On a les joueurs pour, non? Pour moi, c'est un manque de temps, comme je l'ai dit. Voilà, quelles sont les solutions? Je viens de dire que j'avais pas les solutions, mais on manque de temps, on manque de temps. Il faut du temps à une équipe pour trouver des automatismes, se trouver sur le terrain, tout simplement. Jouer les yeux fermés, tout ça, on le voit. Je vous ai montré en image, les gars, pour ceux qui sont encore là, parce que la vidéo, là, ça fait 40 minutes que j'enregistre, ça va être très long, mais on le voit. On voit des joueurs qui se trouvent pas, qui bégayent, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a rien. On dirait que chacun veut faire un peu les différences tout seul, ça ne fonctionne pas en équipe, voilà. Donc on manque de temps, tout simplement. Il faut du temps à cette équipe pour se trouver, ça ira mieux. Ensuite, on a Victor qui dit, bizarre le choix de la compo en défense, non, j'aurais mis Koundé et Eric titulaire perso. J'aurais mis Eric Garcia aussi, hein, titulaire, hein, forcément. Eric en défense centrale, avec Marcos Alonso, comme j'avais dit, en vrai, et Koundé à droite, parce que pour moi, Bellerin ne devait pas jouer. Le choix des joueurs en défense est bizarre. Comme je l'ai dit, je l'ai répété, avec tous les absences qu'on a, Xavi fait du bricolage. Alors voilà, quand je dis ça, ce n'est pas critiquer Xavi, parce qu'après on va me dire ouais, t'as raison, Xavi fait du bricolage, c'est n'importe quoi, mais il est obligé en fait. Avec les blessures qu'on a après, oui, il aurait dû mettre Eric Garcia, mais de toute façon, frère, tu le sais très bien, si Eric Garcia avait été titulaire et qu'il avait fait peut-être une erreur ou quoi, tout le monde aurait craché sur Eric Garcia. Même après le match, déjà tout le monde a craché sur Piqué, alors qu'il a même pas joué. Donc il y a des cibles, dans cette équipe là et on connaît les joueurs cibles. Ensuite on a OK qui dit trop fort pour nous ou manque d'envie. Les deux tout simplement. On n'est pas au niveau pour jouer face aux grands d'Europe comme ça dans des gros matchs. Le Bayern est un grand d'Europe. Le Bayern est notre bête noire, les amis. On va pas se mentir. Je sais plus combien on a de défaites contre eux sur les derniers matchs, mais c'est affolant. C'est affolant. On a, je crois, on a enchaîné 5 défaites, ou alors c'était peut-être la 6e défaite d'affilée contre le Bayern. Donc en fait, on a beau critiquer Xavi, machin, mais cette équipe-là n'y arrive pas contre le Bayern. Historiquement, je veux dire. On a gagné quelques fois contre le Bayern et on les a bien battus quand on les a battus. C'était beau, mais la plupart du temps on a perdu contre eux. On a perdu, même à l'époque de Guardiola, quand on avait gagné sa première saison, je crois, on avait gagné au match aller, on les avait bien battus chez nous. Au retour, je crois qu'on fait match nul ou un truc comme ça. Ça a toujours été difficile quand même. Même quand on avait une grosse équipe, ça a toujours été difficile contre le Bayern. Là, on a une équipe qui... Vous savez, la situation, je vais pas la refaire, on va se répéter. Et voilà, c'est trop facile pour le Bayern. Ils sont... voilà, cette équipe du Bayern, il y a une continuité quand même. Il y a une certaine continuité collective. Dans cette équipe du Barça, il y a plus rien. Il y a une équipe totalement déchirée en 2, en 4, en 6, en 18. C'est compliqué. Faut du temps à cette équipe et le manque d'envie, oui, était clair. Je vous l'ai dit. On savait qu'on était éliminé avant le début du match. Dernière question de Fausinus qui dit salut frérot et merci pour la force que tu transmets. On va finir par surmonter cette période. Merci à toi frérot pour la force. Je vois dans les commentaires aussi que tu donnes de la force. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est difficile, je t'avoue. Hein, voilà, on va pas se répéter, mais c'est difficile dans ces moments-là d'avoir assez de recul, de garder son calme ou d'être positif, voilà. Mais si j'apporte un peu de positif à certains, ça me fait plaisir, les gars, on est ensemble, comme vous le savez, on supporte le club, on supporte le même club, pour les supporters, je parle, et puis voilà, on va continuer, je pense qu'on va se relever, comme tu dis, on va finir par se relever. C'est juste que, pour moi, on manque de temps, comme je le répète, hein, mais pour moi, ça viendra. Vous verrez qu'en cours de saison, petit à petit, ça va venir quand on a le retour des blessés, tout ça, et on jouera forcément beaucoup mieux. Mais pour le moment, la Ligue des Champions, c'est trop haut pour nous, tout simplement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les gars, on s'arrête là. Hein. J'ai fait très long aujourd'hui. Je pensais pas faire aussi long, mais bon, bref. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement l'avant-match de samedi face à Valence. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, les gars. Ciao.